Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Zoom de la SFGP, donc ce webinaire qui vous est offert par la Société française de génie des procédés. Je suis François Nicole, président de la SFGP, et je vous propose de démarrer par quelques mots d'introduction sur notre association. Donc la SFGP, c'est une société savante qui réunit les experts et les passionnés de génie des procédés. Donc c'est un tour de table très riche qui a l'originalité de réunir les universitaires, enseignants-chercheurs, professeurs, doctorants, mais aussi les industriels des grandes industries de procédés. Et là, nous retrouvons le caractère multisecteur du génie des procédés avec Arkema, Solvay, Air Liquide, Total, Johnson, Michelin, Sanofi, Veolia, quelques épiques également, l'IFPEN, le CEA, et également quelques fournisseurs de technologies pour le génie des procédés. Donc la SFGP, c'est aussi des productions concrètes par ses adhérents. Donc si vous vous connectez sur notre site web, vous pourrez retrouver le livre blanc du génie des procédés français. Un livre blanc également sur l'usine du futur pour les industries de procédés, avec une partie également formation qui est passionnante, je crois. Quels seront les métiers de demain et comment former nos jeunes talents. Et à venir, donc un prochain livre blanc sur l'ingénierie circulaire qui est à l'ébauche aujourd'hui. Donc la SFGP, c'est encore un réseau international avec une participation active aux fédérations européennes, donc l'ESBES pour les bioprocédés, l'IFCE, la European Federation of Chemical Engineering également. Et très récemment, nous avons organisé pour l'IFCE un forum de l'IFCE sur le Chemical Engineering as Applied to Medicine. Ça a eu lieu à Paris tout début décembre. Donc rejoindre la SFGP, c'est rejoindre un réseau actif, convaincu de l'importance du GP pour répondre aux nouveaux enjeux de l'industrie et de la société. Et je dirais que le cœur de notre animation scientifique, eh bien, c'est nos groupes thématiques. Et aujourd'hui, la parole sera donnée au groupe thématique TEA, traitement de l'eau et de l'air. Et c'est bien sûr aussi le congrès de la SFGP. Nous venons de nous réunir à Toulouse en novembre pour le congrès SFGP 2022, qui s'est avéré un grand succès avec plus de 550 participants et le soutien concret de tous les industriels de la SFGP. L'an prochain, donc, ça ne sera pas une année de congrès, mais je vous donne néanmoins rendez-vous pour nos journées scientifiques Catala-Le Thor, fin 2022, qui porteront sur l'énergie. Donc, l'énergie pour le génie des procédés, le génie des procédés pour l'énergie. Et en 2024, rendez-vous à Deauville, cette fois pour notre congrès national qui est porté par l'Université de Rouen pour la région Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France. Mais revenons à notre zoom de la SFGP, donc l'économie circulaire appliquée au cycle d'usage de l'eau. Et j'ai grand plaisir de passer la parole à Étienne Paul pour le GT-TEA. Merci et bon webinaire. La parole est à toi, Étienne. Merci François pour cette introduction et la présentation de la SFGP. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors Annabelle Couvert, moi-même Étienne Paul et les membres du GT-TEA sommes très heureux finalement d'initier ces webinaires de la SFGP intitulés T-Web, puisqu'ils se focalisent sur les procédés et enjeux du domaine de l'eau et de l'air. Alors avant de rentrer un petit peu dans les détails du sujet, je vais donner quelques informations techniques. Alors, ce webinaire va être partagé en deux parties, une partie présentation par deux intervenants et une partie discussion. Dans la partie discussion, donc, on attend vos questions qui devront être déposées dans l'onglet Q&R. Et donc, Annabelle se chargera de poser ces questions et vous aurez les réponses des intervenants. Ensuite, le webinaire va être enregistré. Il sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube de la SFGP. Voilà, donc voilà pour ces informations techniques. Alors, dans la lignée des objectifs de la SFGP, l'idée de ces T-Web est de permettre, sur des formats de rencontres courts, de discuter autour d'une thématique, d'une question ou d'un enjeu lié au procédé de traitement de l'eau et de l'air. Donc, nous avons souhaité également qu'il y ait systématiquement le croisement des regards entre chercheurs et industriels. C'est important pour la SFGP et pour le groupe de travail. Alors, nous allons débuter cette série T-Web, comme l'a indiqué François, par la thématique de l'économie circulaire appliquée au cycle d'usage de l'eau. Nous avons invité pour ça, finalement, deux intervenants.
Donc, ils vont présenter leur vision dans ce domaine, hein, qui est important puisque nous avons vu cet été, par exemple, les impacts d'un manque d'eau criant, aussi bien dans les villes que dans les campagnes, sur les sols, etc. Alors, nous allons d'abord avoir Nicolas Roche, qui est professeur à Aix-Marseille Université et chercheur au CEREJ, qui va nous présenter les enjeux liés à la reuse et à la valorisation des eaux usées dans des approches multi-échelles et décentralisées. Et puis, nous aurons Hervé Suty, qui est président de la société Tergis, qui nous présentera les solutions de systèmes autonomes pour la production d'eau et d'énergie. Voilà, donc sans tarder, nous allons donner la parole à Nicolas Roche pour la première présentation. J'ouvre le micro, c'est un peu mieux. Je démarre là. Donc, je démarre. Bonjour à tous, je démarre le chronomètre donc, pour mes 45 minutes de présentation. Étienne. Donc oui, rapidement, je vais essayer de dresser un petit portrait, puis je laisser Hervé montrer un peu les solutions industrielles, un peu des cas concrets. Donc je vais parler un peu sur des aspects un peu plus généraux, un peu les révolutions qu'on a sur le cycle d'usage de l'eau, parce qu'on change vraiment de paradigme et on change complètement de système. Alors rapidement, là de l'eau partout, et là je ne vais pas vous apprendre les quantités d'eau douce et d'eau qu'on a sur la planète, essentiellement de l'eau salée, et puis un petit pourcentage d'eau douce, beaucoup dans les glaces et les glaciers, un peu dans les lacs, rivières et nappes profondes. Et si on a l'impression que même cela, ça fait beaucoup, si on prend la représentation faite par l'université américaine en termes de planètes entre l'eau salée, les glaciers et l'eau douce, donc vous voyez les trois petites planètes, on s'aperçoit qu'on est très loin de… Nicolas, Oui, oui. Tes diapositives ne passent pas. Ah. On est toujours sur la première. Et là, ça n'arrive toujours pas? Parce que moi, elle passe bien sur mon écran. Donc il y a peut-être pas un diaporama, en fait. Je n'ai pas un diaporama. Ah, pardon. Oui, alors je vais faire ça. Regardez. Alors, masquer le mode présentateur. Est-ce que ça va mieux comme ça? Oui. Parfait. Ah ben Merci. voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'on est très loin de la planète bleue. Quand on voit nos trois planètes d'eau salée, d'eau glacée et d'eau douce, là, on est plus sur une pellicule d'eau à l'intérieur. Donc, la ressource est fragile, la ressource est peu disponible, ce qui fait qu'actuellement, les grands enjeux sont que 800 millions de personnes n'ont pas un accès direct à l'eau potable. Je vous rappelle qu'un accès direct, c'est avoir 10 litres d'eau à moins de 30 minutes à pied. Donc, ce n'est pas ouvrir un robinet. Donc, si on oublie ce passage à pied, on est à 1,3 milliard, 2 millions de personnes meurent tous les ans à cause de la qualité de l'eau, qu'il y a un lien très très fort entre l'eau et l'énergie, mais aussi un lien très fort entre l'eau et l'agriculture et la nourriture, mais aussi l'industrie et les développements urbains, qu'on a de plus en plus de problèmes avec l'apparition des polluants émergents, avec des aspects cumulatifs, des effets de sous-produits, et bien sûr des impacts du changement climatique sur le cycle de l'eau, des ressources, et le problème de restauration des ressources. Donc rapidement, pour les impacts du changement climatique, si on regarde l'eau qui tombe sur la planète, et il faut faire toujours une distinction entre ce qu'on appelle l'eau verte et l'eau bleue. Donc, l'eau qui tombe sur la planète, il y a déjà les 2 tiers qui retombent directement sur la mer. Donc, ce qui doit tomber sur la surface terrestre, vous voyez qu'il y a une grosse partie qui est utilisée par la nature. C'est ce qu'on appelle l'eau verte, c'est l'évapotranspiration, et ça représente quand même 62% de la quantité d'eau. Ce qui va alimenter les lacs et les rivières ne représente plus que 38%, et ça, c'est vraiment la ressource disponible. Et dans ces 38%, on s'aperçoit qu'il y a 27 litres qui vont partir directement dans les crues et les inondations, donc ils ne vont pas être utilisés. On va en maintenir 8 litres pour maintenir les écosystèmes, pour maintenir les débits des rivières, pour maintenir toutes ces problématiques-là. Donc, vous voyez que pour l'agriculture, pour le domestique, pour l'urbain, il ne nous reste pas grand-chose. Alors, on va dire comment on fait pour nourrir la planète? Bon, déjà, on n'en nourrit pas complètement, mais heureusement que l'eau verte, la nature nous rend des services, et globalement, en termes de nourriture, la nature nous produit 14 à 15 litres d'eau sur les 100 litres qui vont tomber pour produire cette nourriture, sachant qu'actuellement, 85% de l'agriculture et sur des terres non irriguées. Donc, on voit bien que le changement climatique va augmenter la partie ici de ruissellement, de crues inondations, et va diminuer ici la partie disponible d'eau verte. Donc, ça va rendre encore un peu plus compliqué l'utilisation des ressources, et qu'il va falloir trouver d'autres types de ressources. D'autres questions, et ce qu'il faut regarder, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de cette eau, quelle est un peu l'efficacité
que l'on a. Hein. Et on peut regarder ici les quantités d'eau prélevées en agriculture, en usage domestique ou en usage industriel. Et vous avez à chaque fois deux barres, une barre foncée, une barre claire. Une barre foncée, c'est la part prélevée et la barre claire, c'est la part réellement utilisée. Et globalement, ça permet de faire un ratio, de calculer une efficacité d'usage. Et on voit tout de suite que si en agriculture, elle reste acceptable, même si on peut encore l'améliorer, on voit qu'en usage domestique et industriel, ces ratios sont très très faibles puisqu'on est de l'ordre de 11 à 12% et qu'il y a très peu de matières premières qu'on utilise à des tels niveaux d'efficacité. Donc les prélèvements, ben, ils changent effectivement selon les pays, selon l'endroit où on se trouve, et on voit qu'on peut aller sur des quantités pour usage domestique très importantes, notamment pour les États-Unis, il y a plus de 500 litres, alors que vous voyez, en Inde, on est à 120 litres. Hein. Donc, avec bien sûr des aspects économiques qui ne sont pas négligeables, on appelle ça l'eau, c'est l'or bleu, juste pour vous donner une idée. En France, c'est 4 milliards de mètres cubes par an, donc à 3,50 € le mètre cube. Donc, vous voyez, le chiffre d'affaires est de 14 milliards par an et quelque chose qui est stable, donc 39 millions d'euros par jour, ce qui représente en France une moyenne de 140 € par habitant et par an, et à peu près 60% 55% pour l'assainissement et 45% pour la potabilisation, avec là aussi un lien eau-énergie qui est important. Mais comme vous voyez que la consommation d'énergie est surtout pour faire de l'eau chaude sanitaire, puisqu'elle est 5 fois supérieure à celle qui est nécessaire pour traiter l'eau, pour la potabiliser ou pour la distribuer. Et ici, on peut voir un peu les quantités d'eau que l'on va utiliser selon les usages. Et ici, juste ce que j'ai remis, si je représente cette quantité d'eau en bouteille d'eau d'1,5 litre, donc vous voyez qu'on utilise une bouteille pour boire, mais que tous les jours, ne serait-ce que dans les toilettes, on va rejeter 20 bouteilles d'eau, donc 3 packs d'eau. La vaisselle, la lessive, 2 packs d'eau, etc. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir une idée et se pose la question aussi de l'impact du changement climatique. Et ici, on voit la part des départements touchés par arrêté de restriction. Donc, on en a beaucoup parlé cet été, mais ce n'est pas nouveau, hein, parce que si on regarde les 4 dernières années, 2017, 2018, 2019, 2020, vous voyez qu'au 1er octobre, il y avait déjà entre 70 et 90% des départements qui étaient touchés par des arrêtés de sécheresse en France. Donc, il faut revoir absolument la manière de consommer l'eau, d'utiliser l'eau. Et l'approche classique, c'est de mettre tous les usages en compétition. Donc, c'est une approche qui est simple, mais qui est flexible, mais qui nécessite quand même beaucoup de ressources, hein, que ce soit des eaux salées, des eaux de surface ou souterraines, ou des eaux pluviales. Et globalement, tout ce qu'on rejette, c'est à peu près tout ce qu'on a prélevé. Hein, avec toujours les facteurs clés que vous allez retrouver ici sur les besoins, les ressources, les apports, le traitement, les problèmes de qualité des eaux de polluants émergents et bien sûr les aspects énergétiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre ressource pour subvenir aux besoins? On a ce qu'on appelle les eaux qu'on appelle non conventionnelles, c'est bien sûr le dessalement d'eau de mer, donc avec une très très grande disponibilité, mais un coût et un impact environnemental très important. Les nappes profondes, là aussi des grandes disponibilités, mais un impact environnemental aussi très important. Les glaciers, ben là, il y a un grand problème de transport, hein, et il y a même s'il y a des solutions qui sont imaginées pour ramener des icebergs qui se décrochaient, pour les ramener en Méditerranée, on voit tout de suite l'impossibilité. Il y a le stockage de l'eau pluviale, donc ça, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc là, on a aussi des problèmes de disponibilité qui sont très impactés par le changement climatique, qui vont renforcer les intermittences et la temporalité, qui est souvent en contradiction avec la rapidité des besoins. Et effectivement, il pleut beaucoup moins en été, la période où on a le besoin le plus d'eau. Et bien sûr, la réutilisation des eaux usées traitées. Alors, qu'est-ce que ça représente? Globalement, c'est que déjà, à l'heure actuelle, 450 millions de mètres cubes d'eau usée qui sont traités et collectés et qui pourraient être réutilisés. À l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près sur 40 millions de mètres cubes jour qui sont. Donc, on revoit cette manière, et au lieu de mettre les usages comme on a vu en parallèle, on va les mettre les uns à la suite des autres. Mais si le schéma ici peut paraître simple, hein, on va mettre chaque usage en complémentarité d'un autre, il devient très complexe dans sa mise en œuvre. Parce qu'à chaque fois, c'est du sur-mesure. Ça devient très complexe dans sa mise en œuvre aussi parce que les eaux usées sont différentes. On parle souvent d'eau usée ne considérant qu'une seule chose. Mais si on regarde ne serait-ce qu'au niveau domestique, on a des eaux grises qui sont des gros volumes mais peu polluées. On a les eaux vannes qui vont contenir les urines d'un côté, les fesses de l'autre, là aussi avec des apports soit de carbone, soit d'azote qui sont importants. Les cuisines, on va retrouver les activités urbaines. On peut retrouver des eaux de pluviales qui sont des eaux de toiture relativement propres, des eaux de ruissellement qui sont très chargées en polluants, notamment après des périodes sèches, et bien sûr toutes les eaux industrielles, que ce soit des eaux de refroidissement, de lavage ou encore de production. Et donc sur ces différents types d'eau, il faut absolument maintenant
abandonné l'approche qu'on appelait l'approche end of the pipe, où tout à l'égout, où on mélange tout et puis on regarde après ce qui se passe. Comme pour tous les déchets, si on veut valoriser quelque chose, il faut faire de la séparation, et les problématiques de séparation à la source se posent, que l'on veuille ici valoriser les urines pour l'azote, valoriser les eaux avec les eaux grises, le volume, ou récupérer les eaux de toiture, les eaux de refroidissement ou les eaux de lavage. Donc on peut arriver comme ça à écrire un schéma et de dire que les eaux usées sont une ressource à la fois matière et à la fois énergie. Donc vous voyez ici la station d'épuration qui est au cœur de ce système, qui peut fournir de l'azote, qui peut fournir des phosphores, qui peut fournir de l'eau traitée, désinfectée, qui peut aussi fournir de l'énergie, que ce soit par des pompes à chaleur ou encore grâce à la digestion anaérobie ou le traitement thermique des boues de gazification. Donc on arrive comme ça à produire de l'énergie avec des systèmes où on peut même mixer les boues à des déchets organiques humides, ou mixer les résidus de digestion anaérobie à des déchets organiques secs. Et on voit qu'on arrive comme cela à récupérer même aussi des métaux critiques. Et on peut calculer, et ici, avec les technologies qui existent à l'heure actuelle, on peut calculer un peu ce qu'on peut récupérer, le potentiel qu'on a actuellement. Et bien, sur les 140 € qu'on dépense en France, on peut quand même récupérer 80 € par habitant et surtout économiser 100 kg de CO2 par an. Alors là aussi, c'est un schéma qui est global et qui est général, mais qu'il faut regarder par rapport aussi aux consommations énergétiques. Et là, j'ai fait une petite synthèse de toutes les consommations énergétiques pour les différents usages de l'eau, quand on va prélever de l'eau de surface ou de l'eau souterraine, quand on va traiter de l'eau, de la pomper, le traitement primaire, secondaire, quand on va produire au niveau des stations d'épuration du méthane où on ne va pas en produire, quand on va faire un traitement tertiaire qui peut être membranaire par osmose inverse ou par microfiltration, quand on va faire de la désinfection où on couple les deux, et ici en comparaison, par exemple le dessalement où on arrive par rapport à des traitements tertiaires, des facteurs des dépenses énergétiques qui peut être multiplié par 10 ou par 20. Et là, on le voit bien sur la consommation énergétique du secteur de l'eau qui monte de plus en plus, donc qui va devenir de plus en plus compétitif, avec une part très importante. Ici, vous voyez en bleu, ici en bleu foncé, de la désalination, du dessalement d'eau de mer, pardon, excusez-moi. Et ici, vous voyez ici, par contre, le fait qu'on dépense beaucoup moins d'énergie quand on fait de la reuse, quand on fait de la réutilisation, parce que globalement, on n'a qu'un traitement complémentaire à amener. Autre problème, c'est que quand on présente le tableau de toutes les valorisations, il faut se poser la question de à quelle échelle. Et ça, en génie des procédés, on sait bien que chaque procédé, chaque niveau de production à son échelle optimale. Et si on commence à regarder ce qui se passe au niveau des eaux, les eaux grises, les pompes à chaleur, les nutriments, la reuse des eaux, la production d'énergie, la récupération des matières, eh bien, on s'aperçoit que chacun va avoir son échelle de prédilection, son échelle optimale. Et vous voyez que ce n'est pas la même. Hein, si je travaille sur les eaux grises, sur les récupérations d'énergie, pompes à chaleur, je vais être à une échelle individuelle ou une échelle d'immeuble de résidence. Si je vais sur les nutriments, ça sera au niveau du quartier, de la ville, de la métropole. Idem pour les... Donc, on va travailler là aussi sur cette problématique de l'eau, sur un aspect multi-échelle. Jusqu'à présent, c'était une seule échelle, c'était une gestion centralisée, un tout à l'égout qui récupère toutes les eaux, qui envoie tout à la station d'épuration. Ça veut dire que là aussi, on ne va pas forcément inventer de nouveaux procédés. Tous les procédés de traitement, ils existent, mais par contre, en termes de procédés, ce qui est important, c'est qu'on va changer complètement la manière dont on pilote, dont on dimensionne ces procédés. On va développer des approches décentralisées à faible empreinte énergétique. Donc, on mettra des stations d'épuration chez les gens, dans les immeubles, dans les quartiers. Donc, pas forcément avec des gens qui travaillent dessus, mais il faudra qu'elles marchent très, très bien. Donc, on parle de nouvelles échelles. On quitte le Great is Beautiful pour aller vers le Small is Smart. On a des nouveaux niveaux et paramètres de traitement qui ne sont pas en fonction du milieu récepteur, qui sont en fonction du usage. Et on s'aperçoit que la reuse améliore quand même la qualité des eaux et la qualité des eaux qu'on rejette. Bien sûr, on va parler d'optimisation dynamique pour des conduites automatisées, de séparation des flux à la source en fonction des d'associations innovantes de procédés, notamment pour les polluants émergents. Là aussi, on va développer ce qu'on appelle des procédés locaux, donc avec des matériaux locaux. On peut traduire en anglais locaux ou low cost, c'est la même chose, et tout dans des approches qui soient absolument interdisciplinaires et qui relie à peu près toutes les trucs. Il me reste encore une minute, je regarde. Donc là aussi, l'impact de la reuse est important, mais il ne faut pas se contenter que de la reuse. Donc ici, j'ai fait un petit calcul. Ici, vous avez la consommation en bleu de l'eau à travers le temps. Et si on fait de la reuse, eh ben, si on recycle 40% des eaux, ce qui serait déjà énorme, eh ben, on s'aperçoit qu'on ne déplace le problème que de 40 ans.
Donc, on ne fait que transposer le problème sur une échelle de temps qui n'est pas très grande et qu'il faut absolument lier à des économies d'usage, des efficacités d'usage pour augmenter. Et on voit que si on rajoute une efficacité d'usage de 20 à 30%, on va doubler l'impact de la reuse et on va limiter l'impact des prélèvements. Donc voilà, les facteurs clés de toutes ces problématiques-là, bien sûr, c'est des facteurs technologiques. Hein, là, on va se trouver plutôt dans la case ici au niveau des procédés, mais on a des facteurs politiques, décisionnels qui sont importants, des facteurs socio-économiques et aussi des facteurs environnementaux. Donc vous voyez que cette approche globale et pluridisciplinaire et interdisciplinaire est absolument essentielle. Et juste pour conclure, là, j'ai repris une image d'une présentation d'Étienne Paul qui doit bien reconnaître, j'avais vu ça sur sa présentation. Donc, c'était, vous voyez ce que fait ce monsieur, et puis j'ai essayé de voir ce que c'était cette image, et en fait, c'est un bas-relief d'une banque allemande de Düsseldorf qui n'avait pas le droit de faire de la publicité sur papier et qui faisait de la publicité pour des livrets d'épargne. Et ce qui a marqué ici en allemand, c'est que ce conte de fées ne deviendra jamais réalité, et la vie vous apprend à être intelligent et économe. Et ce qu'on peut dire sur ces points de vue, que si effectivement nous sommes intelligents et économes, eh ben, ce rêve va pouvoir se réaliser. Donc voilà rapidement, en 15 minutes 07, la petite introduction que je voulais vous faire. Merci. Merci Nicolas pour cette présentation. Et effectivement, il y a des images qui permettent de bien figer les enjeux. Et j'espère que ce ne sera pas que des contes de fées. Alors, on va passer tout de suite donc, à Hervé Suti et qui va nous donner un petit peu des solutions pour faire ces recyclages. Donc, on a eu le problème, maintenant on va vers des solutions. Le son, Hervé, tu actives ton micro. Hervé, Oui, t'es en pardon, mute. 2 secondes. Ouais. Oui, je le mets. Tu es à nouveau en mute, Hervé. Oui, c'est parce que j'avais un livreur, donc j'ai dit à ma fille d'aller le chercher. C'est du direct. Hein. Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, merci Nicolas pour cette belle présentation qui pose bien le problème. Donc, moi, je vais vous parler plutôt maintenant de solutions, ça ne va pas du tout être exhaustif, c'est surtout autour des solutions que nous, on peut proposer ou qu'on a déjà envisagées chez Tergis. Donc, je vais commencer par vous décrire un tout petit peu ce que l'on fait, nous, au Tergis. Donc, Tergis, c'est une jeune société, 5 ans d'âge, donc c'est pas encore une société à maturité. On n'est pas comme le whisky, on n'a pas encore atteint notre âge de maturité, donc 5 ans d'âge, et on développe des systèmes autonomes de production d'énergie et d'eau. Je vais essayer de passer, si ça veut bien, apparemment ça passe, ah si, voilà, c'est passé. Voilà, donc d'abord, nous, les premières cibles que l'on a, c'est l'accès à l'eau, à l'énergie dans les pays émergents, qui reste un vrai problème, puisqu'on a près de 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau, à l'énergie dans ces zones isolées. Donc ça, c'est le premier sujet, et c'est l'accès à l'eau potable, énergie dans les sites décentralisés. Deuxième application, c'est l'agricole. De plus en plus, quand on est en zone côtière ou en zone insulaire, on a des eaux souterraines qui deviennent salinisées parce qu'on pompe trop dessus. Il y a aussi des augmentations du niveau des mers qui impactent ces nappes souterraines. Et donc, il faut dessaler pour pouvoir arroser des cultures agricoles. Donc, nous, on va proposer dans ces cas-là des systèmes de désalinisation autonomes en énergie, à partir d'énergie renouvelable, mais aussi de stockage, de séchage, séchage de production agricole pour préserver les productions et optimiser les rendements agricoles. Troisième application, c'est, là on se rapproche un peu plus de ce que l'on a discuté jusqu'à présent, c'est tout ce qui est donc municipal, resort, écoquartier, où là on va travailler sur le recyclage des eaux usées, la production d'énergie verte, le traitement des biodéchets organiques et développer des micro-réseaux électriques. Donc ça, c'est un autre volet de notre application. Et enfin, bien sûr, il y a l'industrie où, comme disait Nicolas tout à l'heure, il y a des consommations d'eau, c'est pas là où on a le moins bon rendement, mais on a des consommations d'eau quand même très importantes avec des ponctions sur le milieu naturel qui commencent à devenir très problématiques, puisqu'on est sous tension. Donc, il faut trouver des solutions pour recycler les eaux. Et ça, on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Alors, comment on procède? En fait, on procède de cette façon-là. Quel que soit le lieu que je vous ai présenté précédemment, on va partir toujours, nous, de la problématique eau, c'est-à-dire quel est le besoin en eau dessalée, eau potable, eau recyclée, peu importe c'est quoi le besoin en eau. Et un besoin en eau, on a un besoin énergétique. Nicolas l'a très bien montré. En fonction des technologies qu'on va appliquer, du type d'eau qu'on a traité, on va passer, on va dire, de 0,2 kWh par mètre cube à quelque chose qui va monter jusqu'à 4-5 kWh par mètre cube pour du dessalement. Donc, il y a une énergie nécessaire pour produire cette eau. Une fois qu'on
a dit ça, on se dit, mais oui, mais il y a peut-être d'autres besoins à côté d'utilité électrique. Donc, on va ajouter à ce besoin énergétique-là les besoins d'utilité électrique et bien sûr aussi la variabilité de ces besoins, parce que si on a quelque chose ici qui doit fonctionner en continu, ce n'est pas nécessairement vrai de la production d'eau. Donc, on va combiner tout ça pour avoir, on va dire, un besoin énergétique, et à partir de ce besoin énergétique et de l'identification des ressources, des ressources en énergie renouvelable, on va définir un système. Et le système va donc être composé d'une unité de traitement des eaux, adaptée bien sûr à ce qu'on a à traiter, et puis d'un système donc de production énergétique qui peut être soit du solaire pur, soit du solaire et de l'éolien quand on a des zones qui sont des zones ventées, hein, notamment en zone côtière ou en zone montagneuse. Et puis à côté de ça, on va y rajouter des batteries pour avoir un stockage et pouvoir permettre une non-intermittence qui satisfera les besoins énergétiques, on va dire plutôt d'utilité électrique, et un pilotage énergétique, parce qu'il faut bien sûr réussir à gérer cet ensemble en fonction du besoin d'énergie des productions, des utilités, et bien sûr de la disponibilité des ressources. Donc, on a des batteries pour faire le tampon, un stockage d'eau pour faire le tampon, et le pilotage énergétique va nous permettre en temps réel on va dire, de gérer cette énergie au mieux du fonctionnement de l'installation. Donc, pour ça, on va utiliser, alors là, je vais mettre ça ailleurs parce que là je ne le vois pas, voilà, je ne voyais pas mon texte, voilà. Ici on va développer donc des systèmes containerisés, on est toujours en système containerisé, pourquoi? Parce que c'est facile à installer, il n'y a pas de génie civil, on peut se mettre partout, c'est modulable et c'est surtout transportable également. Donc ça c'est un point important, et le container peut être tout à fait, on va dire, habillé pour qu'il se fonde bien dans le milieu urbain, par exemple, si on est en milieu urbain. L'idée est de produire de l'eau 24/24, 7/7 et des utilités électriques. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a développé dans ces systèmes-là, c'est surtout cet aspect-là, tout l'aspect central ici, hein, c'est-à-dire on utilise des technologies, on va dire, plutôt de nouvelle génération, quel que soit le domaine, hein, ça peut être des systèmes membranaires, les systèmes de production solaire ou éolien, et derrière, on y met notre intelligence de pilotage. Ça, c'est un point qui est essentiel pour pouvoir avoir des systèmes qui marchent très bien et qui sont optimisés en CAPEX-OPEX. On utilise des batteries lithium-ion, donc ça, c'est des batteries que tout le monde utilise hein, dans son téléphone portable, dans sa voiture. Alors, il y a plusieurs technologies. Nous, on va utiliser des technologies qui sont plutôt des technologies de milieu statique. Et ces systèmes-là vont nous permettre d'avoir justement cette non-intermittence, ce tampon pour avoir de la recharge d'appareils, de l'alimentation de chambres froides, par exemple, quand on est en Afrique, ou bien de la recharge de véhicules électriques, comme je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, les systèmes sont conçus pour vraiment répondre à ce besoin-là. Donc, ça, c'est un point essentiel tout au long d'une année. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment analyser les données temporelles en termes de ressources énergétiques pour pouvoir optimiser les systèmes. Et ce sont des systèmes, comme je disais, plug and play. Donc, je vais passer au suivant. Ça, c'est une application que l'on a. La première application qu'on a eue, c'est sur du recyclage d'eau usée. En fait, quand je dis eau usée, c'est des eaux de voirie. Donc, ce n'est pas vraiment des eaux usées, c'est des eaux, on va dire, souillées plutôt. Hein. On est sur un site qui est un site de traitement de déchets, transfert de déchets, 200 000 équivalents habitants dans la vallée du Libournais. Ils utilisent en fait de l'eau potable pour arroser le compost et pour nettoyer les camions. Donc, quand ils nous ont parlé d'un problème de cuivre et de zinc sur leurs eaux de voirie, on a dit oui, on peut traiter ça, mais la bonne solution, ce serait de pouvoir substituer votre usage d'eau potable par de l'usage d'eau de voirie traitée, donc par ultrafiltration et chloration, on fait une ultrafiltration-chloration, pour le recycler sur vos usages d'eau potable et donc moins avoir de pression sur les ressources et gérer, on va dire, les conflits d'usage pendant l'été. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et je vais plutôt vous montrer un petit film pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je vais arrêter ce partage-là et vous mettre le partage donc, du film, si je l'ai ici. Voilà, on va voir si ça marche. Tout à l'heure, ça marchait, donc il n'y a pas de raison. Je vous le mets en plein écran. Voilà. Vous le voyez là? Donc ça, c'est la compostière ici. Là, vous avez les eaux de voirie qui sont à gauche et les eaux de pluie de toiture qui sont à droite. Donc nous, on pompe dans les eaux de voirie ici. Ça, c'est donc des systèmes solaires monofaciaux, bifaciaux. On a une éolienne à axe vertical aussi de nouvelle génération qu'on a combinée avec les panneaux solaires. Le stockage d'eau propre. Donc on part de ces eaux qui sont souillées derrière pour aboutir à une eau. Ici, vous allez voir la qualité de l'eau qui sort, qui est une eau parfaitement claire et exempte de contamination. Dans l'intérieur, vous avez la partie traitement des eaux ici, avec l'ultrafiltration, le pilotage du système de traitement d'eau. Ici, on a les batteries, donc c'est les batteries lithium-ion, notre pilotage global, la borne de recharge de véhicules électriques alimentée par notre système là-bas. Sur le container, on a des prises de sang en dessous, vous voyez, et puis au-dessus, on a donc les bornes des boîtiers de recharge de téléphone mobile.
Et donc, avec ce système-là, on est capable de le recycler aujourd'hui 6000 m3 à peu près d'eau par an, d'eau de voirie, donc des eaux souillées. Je vais arrêter le partage et revenir à la présentation. Ah, ne bougez pas parce que si... Je suis Jérôme Mouter. Voilà, là vous avez de la pub, donc je vais arrêter YouTube. On revient sur le partage maintenant de la présentation. Hop. Voilà, donc j'en étais là. Je le remets, je ne sais pas si je suis en diapo, là, Rama, là, oui, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est la première application, c'est au plus près des usages, en fait, traiter des eaux qui sont des eaux soit de voirie, soit des eaux de pluie, soit des eaux usées. Juste à titre d'indication, on est allé il n'y a pas très longtemps au port de Bordeaux, qui est en plein centre de la ville, hein, on est à Sébassins. Hein. Ils ont des zones d'entretien de bateaux de grosse taille, et sur ces eaux-là, c'est en fait des zones sur lesquelles ils ont des nettoyages de coques. Ces nettoyages de coques, ils le font aussi aujourd'hui à l'eau de réseau. Sur leur terrain donc, de carénage, ils ont une canalisation d'eau usée traitée qui passe sur ce terrain-là. Donc, l'idée qu'on leur a soumise, c'est de dire, c'est assez simple, hein, nous, on va venir avec un traitement tertiaire, on se colle sur le système de traitement des eaux usées traitées et on vous alimente dans une eau de qualité industrielle pour pouvoir nettoyer les coques de bateau. Et ça vous évite, bien sûr, d'avoir des prélèvements sur l'eau potable du réseau. Voilà, typiquement, ça, c'est le genre d'application qu'on peut faire dans un système urbain. Là, je vais vous présenter quelque chose qui combine plusieurs types d'eau usée ou de systèmes usés. C'est-à-dire que le premier, c'est les eaux usées, hein, que vous pouvez avoir, des eaux usées industrielles ou urbaines. Et le deuxième, c'est les biodéchets. Donc, quand on a dit ça, on se dit, bon, localement, on peut collecter des biodéchets dans un périmètre donné, on peut traiter des eaux usées localement et essayer avec ça de produire des produits à valeur ajoutée. Donc, le premier produit, bien sûr, c'est de l'eau usée traitée, recyclée. Donc là, on va aller utiliser cette eau pour de l'arrosage, du nettoyage, des eaux de toilette, par exemple. Hein. Le deuxième volet, c'est produire de l'électricité, puisque là, on est sur un système autonome, on profite en fait des ressources naturelles pour pouvoir produire de l'électricité via nos systèmes solaires. Et le troisième volet, c'est bien sûr la production de biogaz. Un biogaz ici, à partir des déchets alimentaires, et d'un microméthaniseur de petite taille qui peut aller jusqu'à 3000 tonnes de biodéchets par an pour produire du biogaz. Hein, et ce biogaz, on va l'utiliser à différentes fins, et du compost pour de l'usage de maraîchage urbain, hein, ou de culture urbaine. Voilà, donc ça, typiquement, c'est ce sur quoi on travaille. Et là, on adresse un marché qui est assez large, puisque ça peut être bien sûr, on va dire, des centres de tourisme un peu partout dans le monde, des écoquartiers, des bases vie, mais aussi, bien sûr, des centres de réfugiés, hein, des camps de réfugiés. Alors, je vais vous présenter quelques exemples. Le premier, c'est un exemple d'écoquartier. On a travaillé sur ce sujet-là. C'était 500 équivalents habitants, un nouvel immeuble qui était concerné. Et là, on a dit, OK, ce qu'on va considérer, c'est les eaux usées et les biodéchets donc, de cet immeuble-là. Donc ça, c'est les entrants, on va dire, en matière. Ces entrants-là ne sont pas suffisants avec 500 équivalents habitants pour faire une microméthanisation de taille acceptable. Donc, on va aller chercher des biodéchets biodégradables dans le périmètre en fait, de 500 mètres à 1 km de l'immeuble pour pouvoir alimenter un microméthaniseur. Donc, l'intérêt de coupler ça, c'est que les boues qu'on va récupérer du traitement des eaux usées, là, on a mis carrément un traitement classique hein, avec des biodisques et puis derrière donc, de l'ultrafiltration et de l'osmose inverse sur une partie seulement. On va récupérer des boues et ces boues, on va les utiliser pour diluer en fait les biodéchets parce que les biodéchets, il faut bien les diluer pour faire la méthanisation. Donc, ça, c'est un système qui est très intéressant parce qu'on renforce en plus sa capacité à produire du biogaz par les boues qu'on envoie vers un microméthane. Donc, avec ça, on va produire donc, ici donc, du compost sur la partie solide. Ici, on va pouvoir, à partir du biogaz, produire de l'énergie, clairement. Et ici, sur les filtrats, on va dire, de la partie solide du digestat, on va pouvoir aussi l'utiliser. Soit on va en faire de l'eau, je dirais même traitée pour aller faire d'autres usages, ou bien on va pouvoir l'utiliser comme fertirrigation pour de la culture. Bien sûr, tout le temps, il faut un stockage et un pilotage énergétique, donc ça, on le met dans le système. Sur la partie eau, on a la partie traitement des eaux usées, les bouts vont d'un côté, et là, on a la partie qui arrive, qui est la partie, on va dire, traitement tertiaire, qui va permettre de faire de l'arrosage ou bien du lavage, hein, toujours avec une chloration pour la rémanence. Et puis de l'autre côté, on avait une partie qui était osmosée pour aller vers retourner dans l'immeuble, donc sur les parties notamment WC, toilettes. Hein. Donc, voilà un exemple. Hein.
Autre exemple on va dire d'économie circulaire et de système de ce type-là qu'on peut mettre en œuvre, là, on change de granularité, en fait. Là, on est à la granularité d'un petit quartier. Là, on va travailler plutôt à l'échelle d'une ville. Typiquement, nous, on est à Blanquefort. Blanquefort, c'est Bordeaux Métropole. On est à 8 km de Bordeaux-Centre, 15 000 habitants. On a un écoparc à Blanquefort, 350 hectares, 200 entreprises, plus de 2500 éco-responsables. Ça, c'est on va dire une mutualisation, un système qui permet de mutualiser des utilités. Et on a plein d'entreprises là dans cette zone-là. Vous les voyez en dessous, donc c'est très très varié en termes d'activités. On va retrouver des activités très intéressantes pour imaginer quelque chose au niveau de l'économie circulaire. Typiquement, Locatex, il consomme beaucoup d'eau. Il consomme beaucoup d'énergie. C'est des blanchisseries. Vous avez Bardinet, c'est de l'embouteillage. Castellessa, c'est de l'embouteillage, beaucoup d'eau usée, en fait, qui n'est pas très, très polluée, donc on pourrait réutiliser. Voilà, vous avez ici Delides et Ensemble, c'est des gens qui génèrent des biodéchets, typiquement. Donc, quand on regarde cet écosystème, on voit en plus que notre zone industrielle ici, elle est en plein milieu de la ville, c'est-à-dire qu'on a toute la ville tout autour, et donc on a accès à pas mal de choses. Typiquement, vous voyez ici cette zone qui est là, et l'écoparc ici, qui est ici. Donc ça, c'est la ville, et là, c'est l'écoparc. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a bien sûr des utilisations d'eau potable pour des usages non potables. On le voit dans la zone industrielle, très clairement. On a des flux d'eau usée recyclables, notamment les embouteilleurs, des besoins énergétiques et logistiques, des flux de biodéchets collectables dans la zone industrielle elle-même, mais aussi autour. Vous voyez, il y a un sacré paquet ici de sources de biodéchets, les lycées, les collèges, et puis les petits supermarchés. Voilà. En plus, nous, on a un aspect favorable, c'est qu'il y a des maraîchages autour qui produisent donc des cultures maraîchères. Donc, on a imaginé un système de cette nature-là, c'est de se dire, finalement, on a des besoins dans cette zone-là. Donc, ces besoins, on peut les satisfaire en eau usée recyclée et en production de biogaz et de chaleur. Typiquement, le biogaz, on peut le fournir à la blanchisserie, qui, elle, consomme beaucoup de gaz naturel pour le chauffage de ces systèmes. Ils ont besoin de beaucoup d'eau et les autres, là, Bardinet ou Castellessa, ils rejettent leurs eaux dans le réseau d'assainissement avec une taxe, bien sûr, à la reprise de leurs eaux usées. Donc, nous, on s'est dit, avec ça, on peut faire quelque chose d'intéressant. On va se mettre en interaction avec l'écosystème urbain industriel. Ici, les établissements scolaires vont être pourvoyeurs de biodéchets et nous, on va être pourvoyeurs de formation dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut prendre des stagiaires, mais on peut aussi envoyer des gens pour aller faire de la formation dans ces établissements scolaires. Le maraîchage, il produit des biodéchets qu'on va récupérer, mais il a besoin de compost et de faire irrigation. Ça, c'est ce qu'on va lui rendre. Ici, du côté des activités de commerce, donc Auchan, Lidl, et puis le troisième, c'est un grand frais, pareil, génération de biodéchets, et derrière, nous, on peut leur envoyer du compost et de l'eau déminéralisée à vendre dans le système. Alors, pour tout ça, il faut une logistique. Et donc, on a dit, voilà, la logistique, elle est en interaction un petit peu partout. Ce qu'on peut imaginer, c'est avoir des véhicules de cette nature-là, qui sont des véhicules soit électriques, soit à GNV, un gaz véhicule, de façon à pouvoir les alimenter par notre production. Et donc, ces véhicules-là seraient chargés de faire toute cette logistique entre les différents acteurs de cet écosystème. Donc ça, c'est vraiment un cas assez favorable. On est sur la phase d'étude, de se dire il faut étudier en fait tous ces flux, voir quelle est la faisabilité technico-économique. Techniquement, il n'y a pas de verrou, on sait tout faire. C'est plus vraiment des aspects, on va dire, contractuels, des aspects économiques qui vont faire qu'on va pouvoir agglomérer cet ensemble-là pour arriver à une solution intéressante à l'échelle de ce type de zone industrielle. Sachant que ces zones industrielles-là, typiquement, si on regarde Bordeaux Métropole, et je pense que c'est vrai dans toutes les grandes villes, on doit avoir une dizaine de zones d'activité comme ça autour de Bordeaux. Là, on est à Blanquefort, mais c'est pas pareil partout. Alors nous, on arrive à cette conclusion-là, c'est de dire finalement, aujourd'hui, on a bien sûr une nécessité critique, on va dire, ça on le voit avec les impacts du changement climatique, on l'a vu cet été, mais c'est ce que je dis souvent, c'est pas cet été-là qui est marquant, c'est sur la durée qu'on voit ces fréquences d'événements climatiques. Donc ça, c'est un point qui est critique, il faut absolument qu'on réduise cette empreinte carbone, donc les énergies renouvelables, évidemment, c'est intéressant. On a quand même un facteur important aussi, c'est le prix de l'énergie ex-ressources fossiles qui est en hausse. On sait, on risque de prendre une augmentation, je crois, de 15% sur le gaz là, en début d'année et l'électricité. Donc, ça va rendre les énergies renouvelables beaucoup plus favorables en termes de positionnement, sachant qu'ici, on est sur des baisses de coûts aussi unitaires des panneaux, par exemple, ou des solutions énergétiques.
Ça aussi, c'est important, c'est le coût du stockage énergétique en baisse. Les batteries de seconde vie automobile, on y pense, on se dit on pourra les utiliser certainement en statique. Donc là, on est sur une baisse du prix qui est aujourd'hui, il faut savoir qu'un kilowattheure de batterie, on arrive aujourd'hui à trouver des kilowattheures de batterie à 350 € du kilowattheure. Il y a quelques années de ça, c'était à 1 000 € du kilowattheure. Donc, on est vraiment très, très bien positionné maintenant au niveau du stockage batterie. Et donc, ça offre des possibilités au niveau de la non-intermittence. Ensuite, vous l'avez vu cet été, ressources en eau sous tension avec restriction des usages. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que les usages non potables, on les utilise par d'autres ressources. Ça, c'est un point critique. Et nous, on est très, très branchés là-dessus et au plus près des usages. C'est-à-dire que le décentralisé a tout son sens. Un centralisé, par exemple, pour une station comme Louis Fargue à Bordeaux, je cite ça parce que je la connais bien, mais je connais aussi beaucoup d'autres sites en France, c'est très difficile de faire un réseau de distribution d'eau usée traitée, quoi. Je veux dire, c'est des coûts monstrueux. Aller mettre des systèmes décentralisés de recyclage des eaux usées au plus près des usages, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Voilà. Ensuite, logistique croissante à décarboner et à rationaliser, ça c'est pour nos petits aspects, on va dire, de gestion locale énergétique. Donc pour nous aujourd'hui, on se dit, les productions d'ENR en autoconsommation, évidemment ça va se développer, c'est en plein développement aujourd'hui. La gestion valorisation des biodéchets, il y a une réglementation qui arrive qui va faire que ceux qui produisent des biodéchets vont être obligés de les valoriser, donc c'est plus les renvoyer maintenant vers l'incinérateur. Et le recyclage décentralisé des eaux usées au plus près des usages, pour moi, ça a un vrai sens aujourd'hui dans le contexte que l'on voit. Tout ça montre qu'il faut réfléchir à ces solutions-là, c'est-à-dire des développements des approches intégrées à l'échelle, on va dire, de quartiers, à l'échelle d'ensemble, de communautés, qui peuvent être mixtes, qui peuvent être des communautés à la fois urbaines, des communautés agricoles et des communautés en fait industrielles. Voilà, je terminerai avec ça. Et si vous avez des questions, je serai prêt à y répondre sans problème. Parfait. Merci Hervé pour cette excellente présentation avec finalement ces approches intégrées qui nous tiennent à cœur. On va pouvoir maintenant donner la parole aux questions et pouvoir élaborer une discussion. Moi, j'ai hâte d'entendre un petit peu et de discuter avec vous sur tous ces enjeux et ces solutions. Alors, je vous rappelle pour les spectateurs que vous avez à côté, en bas de votre fenêtre, à côté de la bulle de discussion, vous avez une double bulle qui s'appelle Q et R qui vous sert à poser des questions. Vous n'avez pas la parole en fait, vous n'avez pas de micro. Mais si vous voulez poser une question, il faut utiliser ce chat pour que je puisse poser vos questions aux orateurs. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer alors, Annabelle, peut-être pour attendre que les gens puissent poser. Donc, on voit dans vos deux présentations et notamment dans les solutions que tu proposes, Hervé, l'importance peut-être effectivement d'aller vers du recyclage local. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi de coupler finalement le recyclage de l'eau et de la matière organique, avec notamment cette notion d'énergie. Alors, est-ce qu'il n'y a que l'énergie comme enjeu? Et du coup, est-ce qu'on peut faire un petit peu le même parallèle avec les eaux grises? C'est-à-dire que du coup, il y a d'un côté les eaux vannes et de l'autre côté les eaux grises. Donc, d'un côté, un potentiel méthane et de l'autre côté, un potentiel d'eau grise. Est-ce que vous avez essayé de faire les mêmes réflexions ou pas? Alors non, je sais que vous avez ces réflexions-là et vous avez déjà des démonstrateurs ou déjà bien avancés sur ces sujets. Je pense que en fait, ce sont des solutions adaptées. Typiquement, nous, on va être, je pense qu'à partir du moment où on est trop petit en maille, les systèmes décentralisés ou de séparation, ça va pas, enfin, nos systèmes là ne seront pas adaptés. C'est-à-dire qu'il y a une maille minimum pour que ce soit intéressant. Typiquement, tu vois là, si tu regardes la maille, si tu regardes la maille, par exemple, de ce que j'ai présenté en dernier, ça me paraît beaucoup plus adapté d'avoir un système comme le nôtre avec un méthaniseur centralisé, etc. Maintenant, si tu considères, par exemple, le 500 équivalents habitants, pour moi, c'est trop petit. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait qu'on se situe à 1000 équivalents habitants pour avoir quelque chose qui puisse être, on va dire, du décentralisé, mais à l'échelle, avec une certaine centralisation. C'est ce que je veux dire. Et donc, les systèmes qui vont être des systèmes de séparation à des granularités plus petites que tu vas pouvoir collecter et peut-être, j'irais, centraliser ailleurs, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de
pour moi, il n'y a pas de solution unique. Il y a des solutions qui vont s'adapter suivant les configurations locales. Et ça, c'est un point important. C'est de bien considérer la maille que l'on prend et je dirais l'équilibre économique qu'il va y avoir localement. Et les solutions que tu développes et auxquelles vous pensez, elles ont tout leur intérêt dépendamment de la maille et de la configuration locale, quoi. Ouais. On a les mêmes réflexions, c'est-à-dire qu'on peut faire en fait du décentralisé très, très court circuit, par exemple sur Oui. le grid, Mm. mais par contre, nous, ce qu'on prône, c'est effectivement de transporter un petit peu et de Oui. concentrer finalement à une maille justement de rentabilité, ce qui est au van, donc ce qui est Oui. nutriments et carbone. Hein. Oui. Donc on est exactement un- sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est vraiment, je pense, une analyse vraiment, et ça, c'est une méthodologie en fait, une méthodologie d'approche, c'est-à-dire de se dire, voilà, moi j'ai une configuration donnée avec des acteurs donnés, des besoins donnés, identifiés, et les solutions, qu'elles soient, je dirais, comme la tienne, séparation grise, ou plus centralisée, où je dis je traite les eaux usées d'un ensemble, ou bien je fais quelque chose d'autre. Typiquement, quand tu as des eaux usées industrielles, là, on va plutôt partir sur des eaux usées industrielles, et donc les bouts de la station d'épuration industrielle, entre guillemets, c'est le laveur de bouteilles, par exemple. Et ben là, plutôt que de les envoyer dans le réseau d'assainissement, on va les utiliser pour diluer les biodéchets. Donc là, on est sur du reuse, mais c'est du reuse, on va dire, intra-industriel. On n'est plus sur l'urbain, là, hein. On est sur l'industriel, mais qui sert l'urbain finalement, puisque derrière, les biodéchets s'alimentent, l'eau permet de diluer les biodéchets, les boues permettent de diluer les biodéchets, et nous, ce qu'on va utiliser donc en eau propre, on va dire, ça va être envoyé vers le blanchisseur, quoi. Donc typiquement, on est en interaction là urbain industriel, c'est très spécifique. Et dans l'écoquartier, moi je discutais hier avec des gens d'un grand groupe BT Piste, hein, en leur donnant des pistes comme ça. Eux, ils parlent beaucoup énergie, ils parlent assez peu eau, mais je leur ai dit, voilà, énergie et eau, il y a un vrai sujet, quoi. Typiquement, les biodéchets, le biogaz, on peut l'envoyer vers une chaudière. Alors, il va y avoir plein de questions, donc on va essayer Oui, donc j'arrête là, mais voilà. on va essayer de faire des réponses un peu Ouais. plus courtes. Alors, il y a deux On va questions faire court. qui pourraient éventuellement se regrouper, quels sont les freins que vous avez identifiés qui empêcheraient le déploiement rapide de ces solutions? Et je pense que je vais poser la deuxième question en même temps parce que ça peut être effectivement un des freins. Les dispositifs locaux sont-ils soumis ou adaptés à des réglementations spécifiques en termes d'innocuité sanitaire, désinfection, hygiénisation, etc. Ah. Alors, les deux questions sont très pertinentes. Le premier, c'est, je pense, les premiers freins, c'est l'aspect, typiquement, tout dépend de ce qu'on prend comme maille, mais c'est vraiment l'aspect contractuel et l'aspect économique, hein. Ça, c'est les freins essentiels. Aujourd'hui, tout est centralisé, donc passer d'un modèle centralisé à un modèle décentralisé, c'est une rupture quand même de réflexion. C'est tellement plus simple d'envoyer tout dans le système central, quoi, je veux dire, hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un frein, c'est aller vers une réflexion différente. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est l'aspect contractuel, c'est-à-dire les aspects contractuels par exemple sur la collecte des déchets, sur les tarifs de l'eau qu'on va vendre, etc., qui va le faire, etc. Donc c'est plus des aspects montage à l'échelle que l'on regarde qui est un problème. Deuxième point, les dispositifs sont adaptés? Non. Aujourd'hui, typiquement, c'est une réglementation qui interdit, si vous voulez faire de la valorisation de votre compost, le mélange des bouts de stations d'épuration avec des biodéchets, par exemple. Donc ça, c'est un sujet. Alors qu'on sait qu'en mettant devant une hygiénisation, ce qui est le cas dans les méthaniseurs, on va avoir une innocuité sanitaire du produit. Donc, ce sont des freins aussi qui ont été introduits qui font que ce n'est pas facile. Une méthanisation aussi, il y a un autre frein qui est la législation du méthaniseur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mettre à moins de X mètres d'une habitation. Et ça, pour des systèmes intra-urbains, ça devient on va dire une limitation. Alors qu'on sait parfaitement faire quelque chose de beaucoup plus sûr. On sait qu'il y a des choses beaucoup plus dangereuses qui sont dans le milieu urbain et qui sont tolérées. Donc voilà, donc c'est des freins quand même importants et des problématiques quand même importantes au niveau réglementaire. Merci. Une question qui pourrait être… Je vais ajouter quelque chose dessus. Donc, effectivement, les freins, donc, des freins sociétaux d'acceptabilité aussi, parce que quand on explique aux gens que quand même ils mettent de l'eau potable dans les toilettes, ils disent ah oui, c'est quand même aberrant et on pourrait mettre autre chose dans les toilettes. Et par contre, quand on va auditionner les associations de consommateurs sur ces problèmes de recyclage dans les maisons, eh ben, ils n'y sont pas trop favorables parce qu'il y a une augmentation du risque. Et la problématique de l'eau n'est pas une problématique simple, parce qu'il faut quand même garantir
qu'on va envoyer de l'eau qui ne soit pas polluée parce qu'on peut tuer des gens, on peut faire des dégâts excessivement graves. Et l'avantage du système centralisé, c'est que les responsabilités sont clairement identifiées. C'est le distributeur, c'est la mairie qui est en responsabilité et qui gère complètement sa chaîne. Quand on va passer sur des systèmes décentralisés, et là, c'est des problèmes parce qu'on nous a interrogé sur l'évolution de la législation, où va se faire ce transfert de responsabilité. Et tant que ce transfert de responsabilité n'est pas clairement décrit, n'est pas clairement écrit dans la loi, eh ben, on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir avancer. Et il y a une deuxième problématique qu'on nous pose de plus en plus souvent, c'est cette problématique des polluants émergents. Que deviennent les résidus médicamenteux? Est-ce qu'il y a des risques d'accumulation? Est-ce qu'il y a des risques de concentration? Donc, il faut qu'on traite un peu tous ces sujets. Donc, il y a à la fois des sujets de recherche, mais aussi beaucoup qui sont liés à la réglementation. Donc, la réglementation en France est très restrictive parce qu'on est un pays hygiéniste. Hein. Donc, ça aussi, c'est historique. Donc, il faut pouvoir travailler, il faut pouvoir mettre en œuvre. Et là aussi, c'est ce qu'on essaye de faire, des démonstrations pour montrer que la décentralisation elle a un intérêt. Mais comme vous expliquez, un service municipal qui gère une station qui va avoir à gérer 10, 12, 15, 20 systèmes de traitement des eaux grises ou de récupération, forcément, il n'y aura pas une volonté très forte d'aller vers là. Donc, la décentralisation, c'est une vraie révolution, c'est quelque chose qui va s'installer dans de nouveaux quartiers, qui se développe beaucoup dans les pays émergents, dans les nouvelles villes. En France, ça va être un peu plus compliqué. Mais... Et donc, une question pour peut-être ton ancienne vie, Hervé. Quelle est la position des 3 grands traiteurs d'eau en France vis-à-vis de ces systèmes décentralisés? C'est intéressant parce que cette question est intéressante parce que ayant été chez Veolia, j'ai eu des débats très souvent sur ce sujet-là, et il y avait des personnes qui imaginaient pas du tout ces systèmes décentralisés. Chez Veolia, il y en a d'autres qui se disaient bah si, c'est une solution. En fait, les deux doivent coexister, c'est-à-dire qu'on peut pas imaginer avoir des systèmes complètement décentralisés à 100% et avoir des systèmes peut-être centralisés à 100%. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est de la coexistence, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui est le plus intelligent à un moment donné, c'est est-ce qu'on fait un système qui va être décentralisé parce que ça a du bon sens par rapport à l'empreinte carbone, par rapport à l'empreinte environnementale au global et puis à l'économie du système. Donc, est-ce que c'est la bonne solution dans tel cas? Je pense que dans les 3 groupes, vous qui sont pro ou contre la décentralisation comme ça. Mais je pense qu'il faut réfléchir à chaque fois de façon intelligente. Et quelquefois, c'est beaucoup plus simple d'aller récupérer un système centralisé. Ça coûtera beaucoup moins cher. Et tout dépend, bien sûr, de la station, si elle n'est pas surchargée, on va pouvoir gérer ça, etc. Et dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus pertinent de se dire non, là, il vaut mieux mettre un système décentralisé. Donc, c'est très intéressant comme question. Moi, j'ai pas d'arrêté là-dessus. C'est à mon avis, les deux doivent cohabiter. On a peut-être une réponse de Veolia. Oui, merci Hervé. Si je peux compléter, en effet, donc comme tu l'as dit, ça fait partie de l'équation. Et Veolia a développé une solution de water reuse dans la ville, issue du centre de recherche de Maison Lafitte. Et aujourd'hui, cette solution est en déploiement, en particulier dans le Moyen-Orient. Donc l'idée, en effet, étant de se brancher sur le réseau d'eau usée pour aller faire un traitement local en conteneur, comme l'a expliqué Hervé d'ailleurs. On a repris un petit peu le même concept pour, en effet, l'arrosage, l'irrigation, etc. On a aussi un autre projet sur le Smart Factory Reuse, donc un peu différent, mais c'est pareil, c'est utiliser les eaux usées et doser les fertilisants pour amener la quantité suffisante à la plante, en sachant que là, il y a un aspect également d'acceptation sociétale qu'il faut aussi travailler. Et sur le même concept, et là je remonte, et c'est un lien entre eau usée et énergie, et là donc c'était dans les équipes d'Hervé quand il était en effet patron de la recherche chez Veolia. On a aussi développé une solution qui s'appelle Énergie d'eau dans la ville, où là on vient brancher un échangeur spécifique, et c'est un petit peu là que se trouve l'innovation, sur les eaux usées qui sont à température très constante tout au long de l'année. Et via une pompe à chaleur, on peut alimenter en chaud ou en froid les écoquartiers ou les piscines. À Marseille, les piscines olympiques sont alimentées par Énergie d'eau. Et aujourd'hui, cette innovation qui remonte en effet à 2012-2013, 2012 je crois, on a une trentaine de références dans le monde, à travers le monde. Donc c'était un petit sujet de R&D et qui aujourd'hui s'est largement déployé. Donc en effet, je pense qu'il ne faut pas opposer l'aspect centralisé et l'aspect local de recyclage de l'eau. D'accord, merci.
On a une petite question aussi sur les temps de retour moyens sur les solutions intégrées. Techniquement, beaucoup de choses peuvent se faire, mais économiquement, est-ce que ça pose question sur la pérennité en fait des activités? Et donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus ou pas? Sur les cas que l'on a traités, on a vu à peu près quelles étaient les limites en termes de, on va dire, de taille. Tout est une question après d'équilibre économique. Par exemple, les biodéchets, tout dépend de la taxe, bien sûr, sur les biodéchets. À combien on récupère la tonne de biodéchets et combien ça coûte à l'usager, quoi. Finalement, ça, c'est un point important. L'eau potable, c'est pareil. Si on veut recycler des eaux usées, il faut que ça coûte moins cher que de l'eau potable. Donc, on se situe à un niveau inférieur. Donc, mais si on est à 20% moins cher en termes de production d'eau, par exemple, par rapport à un prix de l'eau potable, on est bien, quoi, je veux dire. C'est un vrai sujet. Maintenant, quand on intègre le prix de l'eau potable, dans l'eau potable, il y a la taxe à l'assainissement. Donc là, la taxe à l'assainissement, finalement, pourquoi les gens la paieraient? Puisqu'ils ont un système d'assainissement localisé, quoi. Donc, tous ces sujets-là, c'est des sujets vraiment assez pointus en termes à la fois de contractuels, comme je disais tout à l'heure, et puis d'acceptabilité, et puis de jeu d'acteurs aussi, locaux. Ça, c'est un point important. Mais économiquement, on peut être tout à fait bien positionné, je dirais, en faisant du local par rapport à des systèmes centralisés. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Nous, les chiffres qu'on a pu sortir allaient dans ce sens-là, mais à des mailles bien identifiées. Oui, je confirme, toutes les études montrent que d'un point de vue économique, on développe des solutions qui sont largement rentables. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est 160 € le coût par an par un habitant. Et donc, sur ces 160 €, quand on divise par 2 le prélèvement, on va diviser par 2 le prix. Et avec ce qui reste, on peut développer des solutions. Et on peut développer des solutions qui sont, et on le voit à l'étranger, il y a des choses qui se sont faites aussi très bien au Mexique ou dans d'autres pays, où ils ont montré qu'ils arrivaient à dépenser moins d'argent d'un point de vue économique qu'un système classique dans les mêmes villes, dans les mêmes conditions. Et après, c'est vrai pour les grands traiteurs d'eau, ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'en France, ils répondent aux appels d'offres. Et les appels d'offres actuellement, ils ne sont pas dans les systèmes décentralisés, ils sont plus dans des systèmes centralisés. Et par contre, quand ils sont à l'étranger, effectivement, les appels d'offres à l'étranger sont sur des systèmes de reuse décentralisés. Et là, il y a des réponses de tous les industriels de ce point de vue-là. D'accord. C'est donc un problème français pour l'instant. C'est un problème pas que français, mais c'est un problème c'est une révolution sur le cycle de l'eau et il faut intégrer cette révolution dans la manière de faire. Mais il faut mettre tout le monde et si les politiques, on ne les met pas là aussi, quand un maire est prêt à faire de la reuse et puis qu'après il y a un bureau d'études qui dit OK, mais c'est vous qui portez la responsabilité pénale de la mise en place de cette reuse, le maire va porter la responsabilité pénale, c'est-à-dire qu'il lui ira en prison s'il y a un problème, et tout de suite il va dire oh là là, moi je vais repartir sur une solution beaucoup plus simple et centralisée où j'aurai une garantie de résultat et où ma responsabilité ne sera pas engagée. Donc là vous voyez que c'est pas que technologique, c'est pas que économique. Très bien. Alors on va devoir terminer ce webinaire. On vous a promis un 13-14. Il est 14h01. On vous remercie, surtout les deux orateurs. Donc, il faut la Hervé pour nous avoir présenté ces solutions, cette problématique et ces solutions, bien entendu. Merci à vous. Et merci également aux organisateurs, pas de nous, je parle de la SFGP qui nous a aidé à organiser ce premier webinaire. Et à tous les spectateurs qui sont venus écouter ce que vous avez pu leur expliquer aujourd'hui. On en profite, on en a déjà un petit peu parlé au début, mais tout le monde n'était pas là, pour vous faire passer le message qu'on organisera normalement un webinaire par trimestre sur la problématique traitement d'eau, traitement d'air, donc de façon assez large. Donc le prochain webinaire devrait avoir lieu normalement le 10 mars 2023. 2023, bien entendu. C'est pas comme les congrès, c'est pas tous les 2 ans. Ça. Voilà. Très bien. Ok, merci en tout cas pour l'invitation. Merci. Et merci au GTTEA, Annabelle, Étienne, bravo. Oui, bravo pour cette organisation et bonne fin d'année à tout le monde. Oui, un bon boudin, comme on dit ici à Marseille. Joyeuse fête, oui, au revoir. Bonne fête de Noël. Au revoir.